Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du vendredi 11 mars 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce matin, nous avons quand même une forte hausse sur les indices européens suite à quelques news positives venant de la part de Poutine sur les négociations entre la Russie et l'Ukraine. Donc en fin de matinée, on a eu des news assez encourageantes, ce qui a permis que, en tout cas, les indices évoluaient déjà en hausse, mais on a eu une accélération de la hausse en fin de matinée. Bon, globalement, hier, on attendait surtout la BCE et l'inflation américaine, avec l'indice des prix à la consommation, et Wall Street a quand même terminé en baisse, en tout cas après l'annonce d'une accélération de l'inflation en février aux États-Unis. Dans un climat toujours volatile, en raison, comme vous le savez, de l'offensive militaire russe en Ukraine, qui devrait elle-même nourrir la hausse des prix en raison justement de ses répercussions sur les marchés mondiaux et notamment sur celui des matières premières, que ce soit sur l'énergie, le pétrole ou, comme on a pu le voir en début de semaine, maïs, soja, blé, les matières premières agricoles. Donc hier, la hausse des prix aux États-Unis a atteint 7,9% sur un an en février, un niveau jamais atteint depuis 40 ans. Néanmoins, cette inflation est conforme aux attentes. Le consensus attendait 7,9%. Et toutefois, il ne fait que confirmer finalement la perspective d'un relèvement de taux de la part de la Fed la semaine prochaine. Maintenant, en fait, les investisseurs craignent désormais que l'inflation ne s'ancre durablement à un niveau élevé avec la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie, qui provoquent justement une flambée des cours du pétrole, du gaz et des autres matières premières. Donc, on s'attendait un peu à un pic inflationniste entre février et mars, mais avec le conflit en Ukraine, finalement, ce pic, en tout cas, on pourrait avoir une stabilisation de l'inflation encore sur des niveaux assez élevés pendant encore quelques mois. Et Jérôme Powell a dit la semaine dernière qu'il soutiendrait de toute façon une hausse de taux d'un quart de point lors de la prochaine réunion, donc mardi et mercredi prochain. Et il a toutefois aussi prévenu qu'il se tenait prêt à agir de manière plus énergique si l'inflation ne se repliait pas comme prévu. Donc là, effectivement, pour l'instant, tour de vis, j'ai envie de dire, pas très agressif, 25 points de base. Néanmoins, on va toujours surveiller de très près l'inflation. Si on a un repli, peut-être que Jérôme Powell prendra le temps avant de relever une nouvelle fois les taux. En revanche, si on n'a pas de repli de l'inflation dans les prochains mois, on peut très clairement s'attendre à de nouvelles hausses de taux au cours du deuxième trimestre. Et pourquoi pas une hausse de 50 points de base si véritablement la guerre en Ukraine a impacté, a déclenché une inflation qui pourrait devenir non contrôlable. Donc là, pour l'instant, petit tour de vis à venir la semaine prochaine, à suivre de près, et surtout, quel sera le discours que Jérôme Powell va utiliser pour tenter, je pense, quand même de rassurer les marchés qui sont entrés en bear market, notamment pour le Nasdaq. Donc, ce n'est pas le moment de mettre, de rajouter en tout cas, de l'huile sur le feu. Ce matin, en Europe, comme je vous le disais, on évolue en hausse, mais la volatilité devrait quand même rester élevée encore quelques temps en raison forcément des inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et aux signes d'accélération de l'inflation qui conforte finalement le scénario d'un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales. Donc là, ce matin, on a eu les chiffres définitifs de l'inflation en Allemagne en février qui confirment la tendance de l'accélération de la hausse des prix avec une hausse des prix de 0,9% sur un mois et de 5,5% sur un an.
Maintenant, les investisseurs doivent aussi digérer les décisions de la Banque centrale européenne, puisqu'on a eu la conférence de presse de Christine Lagarde, et elle a fait le choix d'accélérer l'arrêt de ces achats d'actifs et de laisser la porte ouverte à un relèvement de taux cette année, malgré l'impact récessif de la guerre. Donc, assez étonnant. Elle a un peu surpris les opérateurs tout de même, puisque je vous disais que j'avais regardé un peu comment priçaient les opérateurs les hausses de taux. Autant avant le conflit en Ukraine, les opérateurs s'attendaient à une hausse de 25 points de base entre septembre et décembre 2022. Ensuite, on a eu la guerre en Ukraine et les opérateurs ne prévoyaient plus de hausse de taux en 2022. Et là, marche arrière de nouveau pour la Banque centrale qui, comme Jérôme Powell, finalement, n'exclut pas de nouveau une hausse de taux pour contrôler, pour juguler l'inflation tout simplement. Donc pareil, autant Jérôme Powell va intervenir rapidement, autant la BCE, elle, se laisse du temps. Elle joue la montre très clairement et espère effectivement qu'on aura un pic d'inflation et que cette dernière va se replier au cours des prochains mois. Donc, affaire à suivre pour la BCE. Sinon, les États-Unis et les autres pays du G7 de l'Union européenne devraient annoncer quand même dans la journée qu'ils retirent à la Russie le statut de nation la plus favorisée dans leurs échanges commerciaux. En fait, ce qui conduira directement à un relèvement des droits de douane sur de nombreux produits russes. Enfin, par ailleurs, on a eu le Fonds monétaire international, le FMI, qui a annoncé jeudi que l'institution allait revoir à la baisse sa prévision de croissance mondiale. Bon, pas de surprise. La BCE, elle aussi, a revu à la baisse sa prévision de croissance en Europe. Pour l'instant, rien de dramatique. Pareil pour le FMI. En tout cas, on en entend beaucoup parler pour l'instant. Après, ils peuvent bien évidemment se tromper, comme quand ils disaient que l'inflation était transitoire, mais les banques centrales et le FMI ne prévoient pas pour le moment de récession à venir en 2022. Bien évidemment, tout dépendra du conflit qu'on est en train de vivre actuellement et surtout de la durée de ce conflit. Si effectivement d'ici 15 jours, une semaine, on trouve un accord, bien évidemment, le mal est fait. On en voit déjà l'impact sur le prix de l'énergie et les matières premières agricoles. Mais effectivement, si ce conflit est amené à durer encore plus longtemps que prévu et ce pendant quelques semaines, là, ça risque de peser très fortement sur l'économie, donc ralentissement économique mondial à venir et conjoncture économique défavorable pour la plupart des investisseurs, mais aussi des ménages. Ici, c'est un graphique qui explique toutes les raisons de vendre. Et effectivement, la bourse, il y a pas mal de psychologie. Et si on reprend ce graphique, voilà, selon si on suit l'actualité et toutes les mauvaises news, finalement, il y a toujours une raison de vendre dans un marché. Toujours une raison de paniquer, toujours une raison d'avoir peur. Mais en fait, il faut partir du principe que les marchés, de manière générale, sont assez optimistes et la bourse a pour vocation de monter finalement. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à investir si, au contraire, les marchés étaient structurés de manière à ne pouvoir que baisser. Donc là, finalement, toujours les inquiétudes. Et justement, c'est dans les inquiétudes et les craintes qu'on crée bien évidemment des opportunités. Effectivement, si on regarde toute la jambe de hausse qu'on a eue entre 2020 et 2022, on a eu pas mal de risques, que ce soit au niveau des élections, la seconde vague de Covid, le variant Evergrande, surtout là où on avait quand même eu pas mal de panique en disant risque systémique. Effectivement, le dossier pourrait ressurgir en 2022, mais le pire n'est pas certain. Donc là, pareil, en fait, c'est ce qu'il faut voir sur les marchés, surtout si vous êtes un investisseur de long terme. Généralement, c'est dans la peur et la panique
on crée et qu'on a des opportunités, les marchés préfèrent voir le verre à moitié plein et c'est pas une raison à chaque fois qu'on a une mauvaise news pour imaginer le pire. Le pire n'est pas certain et comme je vous le disais lors de mes précédents briefings, je vous partageais un graphique vous disant n'anticipez pas la fin du monde car si c'est le cas, vous n'aurez pas de contrepartie derrière. Effectivement, si vous êtes vendeur et que c'est la fin du monde, votre contrepartie quand vous voudrez vendre vos positions, eh bien, il n'y aura personne derrière. Donc, un graphique très pertinent, je trouve, au vu du contexte. Peut-être qu'on a fait un creux de marché, peut-être qu'on peut aller aussi plus bas, mais à moyen terme, à long terme, surtout un graphique pertinent pour les investisseurs long terme, les marchés ont pour vocation de monter. Et ne pas imaginer le pire, ne pas imaginer la fin du monde, ni le krach boursier. Effectivement, ça peut arriver. On en connaîtra d'autres, à mon avis, des krachs boursiers ou des puissantes corrections, mais ce sont des événements assez rares qui se produisent une fois toutes les décennies à peu près. On peut remonter à 2000, 2008 ou le flash crack qu'on a eu ici en 2020. Et globalement, on constate aussi, là c'est pour le S&P 500, que quand le S&P 500 corrige de plus de 10%, on remarque quand même que ce sont de bonnes opportunités pour se positionner sur l'indice, puisque le retour derrière, j'ai envie de dire, sur investissement, si vous êtes positionné sur des moins 10 ou des moins 15%, est globalement bon les années suivantes. Après, comme je vous le disais, pas non plus mettre la maison quand le marché perd 10%, mais pour un investisseur DCA, donc dollar cost average, qui pratique des achats régulièrement sur différentes périodes de temps, effectivement, mettre à profit tous les gros replis de marché est généralement une opportunité pour ce genre d'investisseurs. Ici, nous avons les prévisions de l'euro-dollar de Goldman Sachs. Donc, assez stupéfait des prévisions, encore une fois, de Goldman Sachs. En tout cas, c'était la semaine des prévisions. Je vous ai présenté le gold, le pétrole et le S&P 500. Donc, S&P 500, Goldman Sachs stable sur 4900 à la fin de l'année. Un peu ambitieux, ce serait un nouveau record historique. Donc, ce serait une clôture sur de nouveaux plus hauts. Bon, on verra d'ici là. Gold, 2000 $. Bon, on est déjà, on a quasiment tapé les plus hauts historiques. On est en train de redescendre vers les 1960 $. Mais vu l'environnement, vu la belle reprise haussière de l'once d'or, personnellement, je m'attends très clairement à une année très belle pour les métaux précieux. Et je ne serais pas surpris de voir de nouveaux records historiques et une clôture, pareil, sur de nouveaux records. En tout cas, plus haut que l'année dernière. Le pétrole, 100 $. Bon, là, c'est délicat, le pétrole, comme je vous le disais. Il y a différents éléments à prendre en compte. Très difficile de tabler sur un prix du baril très précis en cette fin d'année 2022, surtout quand je vois la volatilité. Maintenant, l'euro-dollar, bon, 1,16, 1,18 pour 2022, fin 2022. Assez optimiste. Je vois mal l'euro aller repartir aussi haut, tout simplement. Alors, peut-être la seule condition pour moi, ce serait que finalement les marchés price 4-5 hausses de taux. Là, actuellement, si la semaine prochaine, après les annonces de Jérôme Powell, l'euro bondit, ne soyez pas surpris. Tout simplement, c'est que le marché a déjà pricé les hausses de taux à venir. Donc forcément, toute la baisse des 1,20 jusqu'au 1,10, c'était les anticipations de hausse de taux à venir. Donc lorsque les taux montent, forcément, on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Donc derrière, je ne serais pas étonné de voir l'euro décoller, comme c'est le cas à chaque fois. Voilà, c'est déjà pricé. Maintenant, pour remonter à 1,18, il faudrait tout simplement qu'on ait seulement une ou deux hausses de taux aux États-Unis, effectivement, alors que le marché en price 4, 3, voire 4, voire même 5, et que la BCE monte ses taux au moins une fois. Voilà. On a eu des
hypothèses il y a 2 semaines il y a un peu plus d'un mois plutôt, lors du précédent discours de Christine Lagarde, effectivement, vous voyez, on était ici, l'euro accélère, a fait un net rebond, ensuite ça a retombé, mais c'est pas encore confirmé, c'est pas pricé à 100% pour l'instant cette hausse de taux, mais effectivement, si Jérôme Powell fait marche arrière, procède seulement à une voire deux hausses de taux, et que la BCE, elle, procède à une hausse de taux, effectivement, un rebond en direction des 1,16 est envisageable. Maintenant, au vu du contexte, très clairement, si la BCE ne monte pas les taux et que Jérôme Powell et que la Fed, elle reste sur 3 voire 4 hausses de taux, je ne vois pas les raisons qui feraient en tout cas que l'euro arriverait à remonter jusqu'à 1,18. Au contraire, je ne serais pas surpris de voir de nouveaux plus bas annuels. Alors, direction les graphiques, avant d'aller sur le Forex, on va s'intéresser au CAC 40. Alors, là, ça va être intéressant de noter la bougie de la semaine. Voilà. Est-ce que, si j'arrive à retracer correctement, hop, ce soit ça. Moi, si, c'est à peu près ça. OK. Donc, on est venu faire notre pullback sur le bas du canal, ici, très clairement. Maintenant, est-ce un pullback et derrière, on repart en direction du sud ou grosse frayeur de la part du marché et ici, pour ça que la clôture va être déterminante, on forme un piercing pattern. Dans ce cas-là, qui dit piercing pattern, dit chandelier de retournement. Et donc, fin de la baisse. Pour cela, il faut qu'on clôture dans plus de 50% du corps de la bougie précédente. Donc là, c'est bon. Voilà. Faudrait qu'on clôture comme ça, 6335. L'idéal serait de clôturer un peu plus haut. Mais si on clôture au-dessus des 6000, voilà, on va prendre les 6340, on aurait un piercing pattern. Donc, le petit frère du Dark Cloud Cover à la baisse. Par conséquent, potentiellement creux de marché et on pourrait derrière reprendre de la hauteur. Donc, un chandelier très important à suivre. Si on clôture en dessous, bon, bah, peut-être un pullback et on pourrait retomber de nouveau sur les 6150. Maintenant, en données daily, bon, balle au centre, entre notre kit jaune ici, qu'on est venu chercher ce matin, et les 6150. Donc, plutôt un scénario de range à court terme entre ces gros niveaux. Donc, avoir la tête de la bougie ce soir en clôture hebdomadaire, mais globalement, un range à trader, je pense. Chercher des achats toujours en bas, sur la borne basse. Repasser vendeur si on break les 6100 pour venir combler cet énorme gap. Et en revanche, chercher uniquement que des achats si on réintègre le canal et qu'on casse notre plaquette jaune. Voilà un peu comment je vois les choses. Beau range 4 heures à mon avis à venir sur le 440. Assez réactif sur notre plaquette jaune, donc au moins on sait tout de suite où est-ce qu'on situe la borne haute du range. Les achats ici, je vous disais que c'était possible hier, ça a quand même donné quelques points, ça tient. Donc phase de stabilisation, d'indécision, toujours au sein d'un rebond. Donc on cherchera quand même plutôt des achats à borne basse. Pourquoi pas tenter des ventes? C'est pas interdit. Effectivement, on a une belle réaction sur le 6415, 6470. Donc des ventes, effectivement, ça peut être intéressant. Maintenant, dégradation, fin du rebond. Enfin, en tout cas, difficile maintenant pour dire en tout cas est-ce que c'est un rebond technique ou est-ce que c'est un début de reprise haussière. Pour cela, je vous dis, j'aimerais bien voir le chandelier hebdomadaire. Effectivement, si on ne confirme pas ce piercing pattern,
bon, probabilité que ce soit peut-être un rebond technique. Si on confirme ce piercing pattern, je me dis, bon, bah, on aura peut-être un début de reprise haussière, en tout cas, on aura un chandelier de retournement sur une unité de temps supérieure. Par conséquent, cherchez toujours des achats sur repli. Et là, la grosse dégradation, ce serait de retomber, que Tenkan Kijun se mette à plat la semaine prochaine, qu'on fasse une cassure Tenkan Kijun. Là, évidemment, je repasserai vendeur pour viser comblement du gap et pourquoi pas un peu plus bas. Mais à court terme, range à mon avis à prévoir sur le CAC. Toujours soutenu par cette oblique. Voilà, donc belle oblique en soutien, tant qu'elle casse pas de dégradation au sein du rebond. L'idéal reste quand même toujours de chercher des achats un peu en bas, pourquoi pas des ventes, effectivement, c'est pas interdit, sur la borne haute du canal, borne basse du canal et notre plaquette jaune, au moins une fois, tenter au moins une fois, et derrière, si on casse et qu'on réintègre canal et on casse notre kit jaune daily, alors il faudra chercher uniquement des achats sur le CAC. Le DAX. Alors le DAX, mince, je voulais mettre en données hebdomadaires. Ok. Bah, le DAX, c'est la même chose. Vous voyez, on a le même. Là, autant c'est validé. Là, tout de suite, il n'y a pas de doute. On prend notre Fibo. Est-ce qu'on a. Voilà. On a bien breaké les 50. Bien breaké les 50. On est même au-dessus des 61 bits. Donc là, effectivement, le piercing pattern est bon. Voilà. Donc là, un creux de marché est envisageable suite à ce changement de retournement. Maintenant, données daily. Bon, ce serait intéressant peut-être dans la journée de venir chercher le plaquette jaune. On y est quasiment, le CAC est venu taper sa kit jaune sur les futurs, je crois. Mais ici, si on pouvait venir chercher comme objectif les 14 000 pour la fin de la journée, ce serait assez propre techniquement. Et bien évidemment, ça reste haussier. Voilà, je vous disais hier, tenter des achats sur le repli le bas de la zone. Ça a été assez réactif. Vous voyez, tac, on est quand même bien reparti. Donc pour moi, je cherchais encore des achats sur le DAX. Je trouvais qu'on avait un bon niveau, que le rebond, suite au flux qu'on a eu de plus de 7%, dans cette optique-là, c'était préférable de chercher des achats. Maintenant, en données horaires, bon, on a eu une belle bougie, beau break haussier ici, donc encore acheteur finalement haussier pour au moins aller chercher la kit jaune. Voilà, alors on avait cette belle zone de polarité, tac, on la break sur la news, pullback dessus. Bon, si certains veulent tenter des achats, c'est pas interdit pour espérer dans la journée aller chercher la kit jaune. Voilà, je pense qu'en intraday, tenter de payer ici avec un stop un peu plus bas, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, un stop assez large, en dessous de notre zone. Et l'idéal serait d'aller chercher le plaquette jaune vers les 14 000, 14 025. Donc ça ferait quand même un trade de 150, 200 points en intraday. Voilà pour moi ma vision du marché sur le DAX qui est à peu près similaire au CAC, mais à surveiller la clôture hebdomadaire qui, elle, va nous donner pas mal d'indications pour la semaine prochaine et savoir surtout comment il faudra travailler le marché. Et pour l'instant, le sens à travailler, globalement, reste à l'achat. Le Dow qui a du mal, qui est un peu à la traîne, le Dow Jones, fragilisé, comme je vous le disais, par les données sur l'IPC. Mais pour moi, on est toujours dans ce range en fait. Donc encore une fois, travailler la borne basse du range comme toujours. Ici, on a eu ce changement de retournement. Il n'est pas invalidé. 7 étoiles du matin sur borne basse de range. Clairement pas invalidé. Invalidation en cas de clôture sous 32 510, là oui. Mais je reste dans le scénario de mon range. De mon range et de l'étoile du matin, qui devrait logiquement permettre un rebond du marché.
sentiment effectivement qu'on est venu faire en fait un énorme pullback sur la borne haute du porte-voix. Porte-voix, pullback, et oui, ça deviendra compliqué si on casse les plus bas ici. Là, je chercherai uniquement des ventes. Pour l'instant, comme on a pu le voir, on a un joli range. Il faut travailler ce range encore une fois et espérer avoir une rotation complète des prix au moins vers les 34 000. Et on regarde le dos, mais sur les futurs. Bon, si certains se sont positionnés à l'achat ici sur l'avalement, potentiellement des prises de bénéfices à prendre. Mais encore une fois, comme je vous le disais, l'idéal, c'est d'aller chercher la borne haute à 34 000. Hier, la bougie, ouais, on va pas se mentir, l'avalement haussier sur bas de range, l'étoile du matin sur le cash, bref, le pullback, la formation d'un range, je trouve qu'on a vraiment des signaux encourageants pour la suite et je n'ai vraiment pas envie d'être vendeur quand je vois de tels signaux sur le cash, le futur, que ce soit en données daily, en données 4 heures, cette phase de stabilisation, bref, sentiment que le marché, en tout cas, a les capacités d'aller un peu plus haut. Et je ne pense pas qu'on atteindra l'objectif des 34 000, mais on va voir si la Fed surprend. Mais là, techniquement, dans cette configuration-là, mon objectif sur le Dow Jones reste toujours d'aller chercher les 34 000 points. Et si on casse, effectivement, là, ce serait splendide. On aurait un magnifique double creux et on repartirait comme en 40 derrière. Mais à court terme, travail du range, encore une fois, borne basse, intervention sur des signaux. Celui-ci était validé, l'avalement. On a cassé la zone, donc maintenant, objectif, rotation complète des prix pour aller chercher les 34 000. L'eurodoll, bon, qui ne fait plus grand-chose, l'eurodoll. Effectivement, je vous disais qu'hier, j'étais intéressé de nouveau sur les indices pour aller chercher les 1,1125. Bon, on a eu la BCE, on est venu taper les 1,1125, c'est retombé. C'était l'objectif idéal à aller chercher. Ah, je pensais qu'on serait venu taper la Tenkan, même pas. Bon, c'était un petit niveau intéressant. Maintenant, ça retombe, l'eurodoll. Assez neutre. Pas envie d'être acheteur en fin de semaine, très clairement. Pourquoi pas revenir un peu plus tard. Est-ce qu'on va pas former un début de range? Je me dis borne basse, borne haute. Donc là, actuellement, milieu de range, rien à faire. Anticipation, en tout cas, ce serait l'anticipation d'un range. Bon, on retombe. On a enfoncé les indices. Si on retourne sur l'oblique de long terme, effectivement, je serais de nouveau intéressé pour chercher des achats. Mais là, actuellement, bon, rien d'intéressant. Si on était venu chercher les 1,1125 Lucky Jaune, ouais, là, ça aurait été un bon plan pour de nouveau vendre, de nouveau chercher des ventes en tout cas. Mais là, pour moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu au milieu de nulle part, que l'euro se cherche. Belle hausse, on retombe, donc à mon avis, prévoir un range sur la paire. Et je la vois mal s'envoler ou chuter drastiquement juste avant Jérôme Powell, la réunion de la Fed mardi et mercredi. Donc à mon avis, on va plutôt avoir une phase de stabilisation, ça va végéter quelques temps, quelques jours, et puis après la réunion de la Fed, on aura un flux directionnel. Comme je vous disais, je ne serais pas étonné de voir l'euro grimper après la Fed, même si elle relève ses taux. Et généralement, quand une banque centrale relève ses taux, ça favorise sa devise. Mais comme je vous le disais, c'est pricé depuis pas mal de temps. Donc généralement, lorsque c'est acté, eh bien, c'est tout l'inverse qu'on fait. On s'attend à ce qu'on ait une hausse de la devise et puis une baisse de la devise, du coup de l'euro, une hausse du dollar. Et là, je ne serais pas étonné qu'on ait une hausse de l'euro et par conséquent que l'indice dollar chute derrière. Bon, on verra la semaine prochaine, mais pas grand-chose à faire sur cette paire actuellement.
L'AUD-USD qui a plutôt bien tenu, assez content. C'est vrai qu'hier, j'étais un peu tiraillé avec les chiffres de l'inflation, mais ça n'a pas fait tanguer l'AUD-USD. De nouveau le pullback. Si certains veulent rentrer de nouveau, je pense que c'est de nouveau possible. En tout cas, le stop loss, bon, bah là, c'est clair et net. Kijun s'est mise à plat, donc stop loss juste en dessous. À surveiller la clôture hebdo, toujours. Mais cette fois-ci, ça peut bloquer. Ce qui explique là où le petit blocage. Je pensais qu'on l'aurait franchi. Non, on est pile poil dessus. Borne basse. Bon. Si certains veulent payer, c'est vrai que ce niveau m'embête un peu. Très dommage de repartir. Bon, normalement, le plan est déjà mis en place. J'aimais bien la bougie flux. En revanche, j'aimerais quand même avoir une marge de manœuvre suffisante pour être à break-even avant la Fed. Alors là, je pense qu'on pourrait avoir pas mal de vol sur l'AUD-USD. Pour l'instant, ça reste aussi. On a notre droite de tendance. On bute sur la M50 une fois, deux fois. On n'a pas eu de bear trap, de bull trap, pardon. Finalement, juste un gros pullback, ça tient, le plan reste en place. Et j'aimerais passer à break-even une fois qu'on aura cassé ce niveau. Voilà. Il faut qu'on casse ce niveau, se mettre à break-even, viser TP1 et TP2 comme toujours en données 4 heures. En données 4 heures, rien à signaler. Bon, on peut mettre cet oblique à la limite, mais ça reste haussier. Pour l'instant, ça reste haussier. Les gros niveaux de support ont tenu. On est sur un pullback. On recasse l'oblique à la MM200. Donc, je ne vois pas d'alerte baissière dans l'immédiat. Donc, le plan reste tel quel. L'USD Yen, on en parlait justement. Ça a été assez impulsif durant la nuit. J'espère que certains ont quand même réussi à en profiter. Je vous parlais de ce fameux triangle avec les signaux en amont qu'on avait eus, notamment la cassure Tenkan Kijun ici, qui suggérait justement une poursuite de la hausse. Donc belle dynamique haussière, cassure, ça a été assez brutal tard durant la nuit, peut-être que certains ont tenté assez tard ou en fin de journée hier. L'idéal maintenant c'était de mettre un stop loss par ici. Hop. Si on a un pullback, pourquoi pas revenir dessus? C'est vraiment un très beau niveau. Si on a un pullback pour les retardataires, effectivement, l'objectif, c'est d'aller un peu plus haut. S'il n'y a pas de pullback, bon, tant pis. Le TP, c'est l'oblique, hein, pour rappel. Hein. On a une belle oblique, donc TP, notre oblique. Si vous pouvez essayer de l'attraper sur repli, pourquoi pas. Sur Kijun, Tenkan, le mieux, ce serait d'avoir un repli sur Tenkan. Pareil, si vous êtes rentré ici, bah, tant mieux, le stop loss, vous le mettez là. Maintenant, là, c'est hors de question de FOMO. L'idéal, ce serait d'avoir un repli sur Tenkan, de mettre le stop et de viser l'oblique haute en TP1. Et en cas de cassure de l'oblique, 118,50. Voilà le plan. Il a été déclenché durant la nuit, donc peut-être que certains sont des couches tard, ont réussi à rentrer sur cette paire. Le plan est validé pour moi. Stop loss par ici. Pour les retardataires, ne rentrez pas maintenant. On est en pleine accélération haussière, on est très éloigné de la Tenkan. Attendez un repli pour vous positionner dessus et aller chercher l'oblique haussière. Le gold reprend son souffle. J'aime bien le chandelier 15 minutes qui me donne très envie de repayer le gold ici. Quand je vois voilà, on est venu taper la zone des 1960, belle réaction sur zone. Très intéressant. Vous voyez. Bon, la bougie, c'est un peu dommage cette bougie. J'aime pas. Effectivement, elle n'est pas terrible. Maintenant, ça ressemble vraiment à
je sais plus le nom de la bougie exactement, mais c'est un doji pierre tombale ou doji libellule, je me souviens plus exactement le nom. Donc là, bon, confirmé derrière, mais j'aime pas cette bougie, mais en revanche, le retour sur les 1960 est très beau. Et ça correspond en fait tout simplement à notre retracement de 38,2 de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Vous voyez? Donc accélération haussière, retour sur zone de polarité. On est venu taper les 1960. Bon. C'est un niveau qui se tente, très clairement. Ensuite, si on dézoome un peu, en données 4 heures, ça donne quoi? On revient sur la MM50, on a notre oblique qui est pas loin. Pourquoi pas tenter avec un stop loss assez court, par ici, vers les 1930. En tout cas, la zone est belle. Surveillez un chantier de retournement sur cette zone pour tenter de nouveau de se repositionner dans le sens du flux. Car là, je trouve que la zone est vraiment très belle. Et si on regarde en données 15 minutes, ouais, on a eu un petit avalement 15 minutes ici. Bon, en trading, pourquoi pas tenter sur cet avalement 15 minutes? Je trouve que la zone est belle, 1960. Pullback sur zone de polarité, donc ça peut se tenter. Voilà, ça reste extrêmement haussier, un stop loss assez large. Celles et ceux qui sont rentrés ici, logiquement, votre stop loss, il n'a pas bougé, il est là. Voilà, on l'avait remonté. Mais là, quand je vois l'oblique, le niveau des 1960, le pullback, bon, je pense qu'on peut tenter un achat, de nouveau un achat sur le gold. Et le retracement des 38,2. On est venu taper le retracement des 38,2. Donc tenter un achat ici pour espérer de nouveau une nouvelle jambe de hausse et viser 2070. Et plus si affinité. Bon, le Brent, ça retombe et je me méfie. Comme je vous le disais, j'aimais pas la bougie de la veille. Enfin, de mercredi. Cet avalement baissier, à mon avis, on est bien parti pour venir combler là, le petit gap, de revenir sur la zone et pullbacker le canal. Maintenant, épaule, tête, épaule, de confirmer. Donc là, j'ai un peu du mal avec le pétrole. En tout cas, j'ai pas envie d'être acheteur maintenant sur le pétrole. Voilà. Épaule, tête, épaule, on passe au-dessus. Si c'est vraiment confirmé, on va attendre, on attendra la semaine prochaine pour de nouveau chercher des achats. Si certains veulent vendre, bon, pourquoi pas. J'ai pas envie d'envoyer un trade en fin de semaine, tout simplement car on ne sait pas ce qui peut se passer avec le conflit en Ukraine, très clairement. Donc en cas de mauvaise news, forcément ça va exploser. L'idéal serait de mettre un stop loss ici, mais proposer un trade sur le pétrole avant le week-end, c'est juste suicidaire. Donc pas de trade avant le week-end, on verra ça lundi. Mais effectivement, sentiment que le marché pourrait retomber, qu'on est en train de repasser sous les zones et qu'on valide l'épaule, enfin qu'on est en train de valider l'épaule tête épaule. Donc est-ce qu'après on va perdre 20 $ de plus, on va aller à 90? Si on reporte l'objectif théorique, ça j'en sais absolument rien. Mais on a une dégradation à court terme un peu de la tendance, avec une figure chartiste de retournement. Par conséquent,
Laissons du temps au temps, revenons lundi tranquille, attendons de voir si on n'a pas un gros gap baissier, un gros gap haussier ou baissier lundi après ce week-end. Et on verra comment on établit le plan de la semaine sur le pétrole pour la semaine prochaine. Le light, pareil, elle est belle. Non, elle est assez, elle est très propre. Voilà. Épaule, tête, épaule, même constat. On repasse sous la zone, la fameuse zone ici. Et intéressant, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. C'est potentiellement un dark cloud cover. Bon, à confirmer. Sur le Brent, non, on n'y est pas vraiment. On en est loin même, autant sur le WTI. Bon, à voir. De toute façon, c'est un marché qui est très drivé par les investisseurs américains. Donc, à suivre. Pareil, si on a un gros chandelier de retournement, un dark cloud cover, sur les indices, on a un piercing pattern, pour rappel, donc l'inverse du dark cloud cover. Là, si on fait le dark cloud cover en clôture, vraiment, ça confirmera l'hypothèse. Enfin, ça renforcera finalement notre épaule, tête-épaule. Et dans ce cas-là, on reviendra un peu plus tard sur le pétrole et on mettra peut-être en place un plan vendeur la semaine prochaine. Et là, effectivement, notre belle zone qu'on a travaillé toute la semaine, enfin, que le marché a travaillé toute la semaine, cette zone mensuelle, on est en train de repasser en dessous. Donc, en cas de clôture, à voir ce que vont faire les investisseurs américains, mais en cas de clôture, on risque d'accélérer, de valider le dark cloud cover et derrière d'aller un peu plus bas si on reporte l'objectif théorique de notre épaule, tête-épaule. Bon, le BTC, aucun signe de vie. Il n'a rien fait de la semaine. Ouais. Donc toujours dans son range, que dire, j'aurais aimé une belle cassure des 41 000, une accélération en direction des 45 000 avec un peu de flux. Et pas de volume. Bon, c'est pas terminé, mais comme je vous le disais, grosse baisse des volumes. Bon, bah, si on va retomber, on attendra les 33 000. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, en l'espace de 2 semaines, vraiment aucun volume. Ok, on a eu ici, quand les Russes se sont rués sur le BTC, pour acheter du BTC, face à la dépréciation de la rouble russe, mais depuis, plouf, plus rien, et baisse des volumes, aucun intérêt. On continue la stabilisation. Voilà. Donc, si on casse, moi je suis toujours intéressé pour, comme je vous le disais, se positionner à l'achat ici, borne basse du canal, borne basse de range. Si le marché veut bien me donner ce niveau, entre ce niveau-là, c'est la lessiveuse. Pour moi, on a que des faux signaux de partout. Et je préfère rater une partie du mouvement à la limite, mais avoir la cassure des 45 000 $. Et là, pour le coup, passer acheteur à la cassure des 45 000 $ pour avoir une belle reprise haussière. Mais pour l'heure, bon, phase de consolidation, ça ressemble de plus en plus à un biseau. J'attends de voir, mais effectivement, peut-être qu'on pourrait consolider dans un biseau à moyen long terme si on n'arrive pas à retourner sur les 33 000 $. Donc rien à faire sur le BTC, toujours et encore travailler les zones lorsqu'on les atteint ou lorsqu'on revient dessus pour tenter des achats à bon compte. L'Ethereum, pareil. On est sur la zone, on essaye de cadrer dans un triangle, mais je ne suis pas fan de ce triangle, très honnêtement. Il n'est pas superbe. Si certains veulent tenter des achats de nouveau sur le bas de la zone ici, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Même constat sur le BTC, 0 volume. On ne fait plus rien depuis 2 semaines, on se stabilise. Bon. Il faudrait un peu un catalyseur, une nouvelle news, un retour de l'enthousiasme de la part des acheteurs, un peu de flux. Mais c'est vrai qu'en ce moment, autant aller sur les indices, le forex, les matières premières, il y a du flux, il y a de l'action. Sur les crypto-monnaies, c'est le calme plat. Pour des actifs censés être volatiles, très honnêtement, depuis 2-3 semaines, là, il ne se passe pas grand-chose finalement sur les crypto-monnaies. Bon, il faut savoir jongler avec les actifs et aller là où il y a de l'action. Ne pas rester enfermé, cloîtré sur des marchés où il ne se passe rien, on a des faux signaux, où il n'y a pas de flux, il n'y a pas de volume. Là, malheureusement, par vous dire, bon, bah, on tient un support, c'est super. Oui, préserver des supports, c'est bien, casser des résistances, c'est mieux dans une tendance haussière. Donc, je serais intéressé de nouveau lorsqu'on aura cassé une jolie résistance. Et là, l'idéal serait de breaker les 3060 et les MM50 avec une belle bougie flux, comme ici, seulement qu'on est retombé, mais de nouveau, avec du volume, ce serait l'idéal. Sinon, travailler les zones. Donc, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, à l'achat. Mais là, malheureusement, même en données 4 heures ou horaire, par ce petit avalement, mais je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, j'ai pas envie d'envoyer un trade là-dedans. Peut-être ce triangle-là. C'est très difficile de cadrer un peu la phase de stabilisation. Au début, c'était un range, finalement, pas de rotation complète. Sentiment qu'on a un triangle, mais je trouve vraiment pas très beau ce triangle. Les oscillations ne sont pas bien définies, je trouve. Par conséquent, j'ai un peu du mal. Juste une phase d'accumulation ou de distribution. Pour moi, on est dans une grosse phase ici. Et le marché se cherche et il faudra un prochain. Il faut un catalyseur. Il faut une news, il faut un regain d'intérêt de la part des acheteurs, quelque chose qui pourrait permettre au marché vraiment de reprendre de la hauteur. Car là, depuis fin janvier, bon, c'est bien, on ne baisse plus. C'est une bonne chose, on se stabilise, peut-être une zone d'accumulation, mais maintenant il faut qu'on ait une petite étincelle pour que le marché puisse bien repartir, retour des volumes, et là on pourra payer et accélérer pour aller chercher et reconquérir les prochaines résistances. Pour l'heure, je vous invite à aller sur d'autres actifs où on a un peu plus d'action, un peu plus de flux, et surtout profiter de cette volatilité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, soyez prudents sur les marchés, et je vous dis à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.